Eh bien bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va venir résumer le premier cours magistral de perception des personnes. Alors, il est dans la même UE que l'attribution causale. Cette UE se nomme explication des comportements et évaluation des personnes. Mais bon, finalement, ils auraient pu aussi l'appeler attribution causale et perception des personnes. Je coupe cette parenthèse, cette introduction, et je me lance directement dans le vif du sujet. Alors, la perception des personnes est un domaine d'étude appartenant à la psychologie sociale. Son intérêt y est présent depuis un demi-siècle. La perception des personnes est fortement liée à l'attribution causale interne et étudie aussi l'expression de cette perception dans le langage courant. Alors on a Alport et Hodber en 1936 qui sont la base de ce domaine de recherche avec une première recherche basée sur les mots dans le dictionnaire permettant de décrire les personnes. Ils ont identifié près de 18 000 mots permettant de différencier les individus et ont essayé de classer tous ces mots en 4 catégories. Il y a donc les traits qui permettent de désigner des caractéristiques qui sont permanentes et définitoires à la cible, des états qui permettent de décrire une phase transitoire et non définitoire de la cible, enfin de la personne. Par exemple, ça peut être les émotions et les humeurs, joyeux, triste, en colère. Les évaluations qui représentent des comportements ou des états du juge face à la cible. Donc on a l'exemple de digne de confiance, même si là, ça fait 3 mots. Et une catégorie autre désignant les caractéristiques physiques, les comportements ou encore les talents de la cible. Donc par exemple, grand, mince, caractéristiques physiques. Ça irait dans la catégorie autre, mais ça servirait tout simplement à décrire les personnes. Alors, l'ensemble des 4500 mots désignant des traits ont été ensuite regroupés en grands traits par des théoriciens de la personnalité. Autrement dit, c'est pour éviter qu'on finisse avec 4500 traits de personnalité. Après l'apparition des grands traits, ces mêmes théoriciens ont découvert qu'un trait pouvait se résumer en un ensemble de comportements. Et donc là, on a l'exemple de la ponctualité où en fait, avoir le trait de ponctualité, c'est en fait être ponctuel à n'importe quelle situation. Donc que ce soit pour aller au rendez-vous chez le médecin, pour aller au travail, pour aller chercher ses enfants à l'école, on serait toujours ponctuel, quelle que soit la situation. Donc ainsi, nous aurions un certain trait de personnalité uniquement si nous effectuons l'ensemble des comportements liés à ce trait. Donc, pour avoir ce trait de ponctualité, il faut être à l'heure, partout, dans toutes les situations. Selon les psychologues sociaux, un jugement sur des traits ne se baserait pas uniquement sur des comportements, mais aussi sur des connaissances naïves. Donc naïf, c'est tout simplement, ça signifie tout simplement que c'est issu de l'apprentissage social. Donc ce n'est pas, au contraire, contrairement à l'apprentissage scolaire, l'apprentissage social est parfaitement implicite finalement. Et voilà, et implicite de l'organisation des différents traits. On appelle ces connaissances la type pour théorie implicite de la personnalité. Donc cette théorie que nous avons tous se définit par des croyances en des co-occurrences entre les traits. Certains traits vont donc être jugés implicitement comme allant bien ensemble ou comme n'allant pas bien ensemble. Alors ce jugement implicite basé sur la type est normalement automatique et donc peu coûteux. Mais deux traits d'une même personne non co-occurrents peuvent poser un problème. En effet, notre cerveau a besoin de catégoriser et automatiser les informations qu'il reçoit. Le jugement de ces traits non co-occurrents, donc c'est-à-dire que pour la type, il y a une sorte, pas de bug, mais on voit qu'il y a un problème car il a deux caractéristiques qui ne sont pas censées, selon la type, aller ensemble. Là, ça devient, le traitement en fait devient alors moins automatique et nécessite donc une augmentation du coût en ressources cognitives. Alors, la type a été vérifiée expérimentalement par Rosenberg et Sedlak en 1972. Ils ont étudié la structuration de la type en demandant à des sujets si un trait allait avec d'autres traits présents. Et donc là on a un petit exemple qui est aussi disponible
d'accord, ça m'étonne pas, qui est aussi disponible sur le diaporama. Manquerait plus que ça marche pas. Ok, c'est bon, ça marche. Donc là, on va s'intéresser uniquement à la partie gauche. Donc la partie gauche, en fait, où on a tout simplement l'exemple de l'agressivité, où on a les chercheurs qui demandent à des sujets, est-ce que pour vous, quelqu'un qui a ce trait d'agressivité euh, pourrait aussi être perfide? Donc là, les sujets disaient en majorité oui, ces deux traits vont bien ensemble. Et au contraire, si on demande est-ce qu'une personne agressive peut aussi être généreuse, là, les sujets ont plutôt tendance à répondre non, ces deux traits ne vont pas ensemble. Hop. Alors, suite à cette structuration clarifiée de la type, donc voilà, ils ont fait ça avec plein de traits jusqu'à voir en fait un classement finalement. Les auteurs ont cherché à connaître ce qui opposait deux groupes de traits. Donc là, en fait, typiquement, on avait pris l'exemple de agressivité, perfide, généreux et honnête. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un classement, enfin, il y a des liens qui sont différents. Donc, on met en lien généreux et honnête, et on met en lien agressivité et perfide. Il n'y a aucun autre lien. Voilà. Et donc, on cherche à savoir pourquoi il y a des groupes de traits qui s'opposent, pourquoi certains traits vont ensemble. En fait, tous ces traits se situent dans une même dimension, ils ont toutes une dimension commune, c'est celle de la valeur. Ce qui organise les traits et crée des co-occurrences est en fait la valeur positive ou négative associée à chacun de ces traits. Donc là, agressivité et perfide ont une valence négative, la générosité et l'honnêteté ont des valences positives, ce qui fait que chacun de ces deux mots vont paraître co-occurrents selon la type, selon oui, la type. Donc co-occurrent, tout simplement, ça signifie que il est probable que si une personne est le premier trait, qu'apparaisse le second. C'est tout simplement ça, co-occurrent. Ça peut être, donc co-occurrent, ça marche avec des traits, mais aussi des comportements. Même si là, ce sont plus des traits, entre guillemets. Alors ainsi, les traits positifs sont co-occurrents avec d'autres traits positifs, donc là, généreux et honnête, et les traits négatifs sont co-occurrents avec d'autres traits négatifs, agressifs, perfides. Alors on comprend alors qu'un jugement utilisant le langage courant est systématiquement un jugement de valeur, car il y a toujours une balance positive ou négative. Une personne donc généreuse et honnête sera jugée positivement, donc on lui attribue une valeur positive. Une personne estimée comme agressive et perfide sera jugée négativement, et donc il y aura une valeur négative envers cette personne, tout simplement. Alors ensuite on a Peabody et Goldberg en 1989 qui ont apporté dans ce domaine une distinction entre les traits autres que sa valence. Donc il n'y a pas que la valence qui vient jouer entre les traits. Alors chacun des traits présents dans le langage courant aura une composante descriptive et évaluative. Ainsi, un croisement des deux composantes permet d'aboutir à quatre types de traits. Donc là, on a l'exemple par rapport à l'argent, on peut penser, où descriptivement, en fait, la personne ne fait que garder ou donner de l'argent. Donc ça, c'est un fait. Descriptif positif, euh, la personne donne de l'argent. Descriptif négatif, cette personne... Ah non, non, là, je me trompe, excusez-moi. Donc, si, c'est bien ça. Descriptif positif, donc c'est au sens où la personne donne de l'argent. Descriptif négatif, c'est où elle préfère garder l'argent pour elle. Donc là, il n'y a pas l'action. C'est pour ça que c'est descriptif et que c'est une composante descriptive négative, pardon. Et donc en fait, en fonction de l'évaluation, le trait peut paraître différent. Donc si ce don d'argent est évalué positivement, on pourra dire que la personne est généreuse, alors que si elle est évaluée négativement, on pourra dire que cette personne est un gaspilleur. A l'inverse, une description négative
qui est évalué positivement, on peut dire que la personne est économe. Une description négative évaluée négativement, on peut dire que la personne est radin. Donc là, à partir de ces 4 traits qui en fait appartiennent un peu à la même famille finalement, on peut créer des contrastes. Donc on a le contraste descriptif, où en fait on peut prendre gaspilleur radin et généreux économe. Donc là, le contraste descriptif, ça signifie qu'entre les deux mots, il n'y a que le descriptif qui est différent. Donc garder ou donner. L'évaluation est la même. Et donc là, les sujets estiment peu probable la présence des 2 traits chez une autre personne. Donc pour une, pour une personne, oui, c'est peu probable qu'une personne soit gaspilleur et radin à la fois, généreux et économe à la fois. Et on a le double contraste, donc généreux plus radin, ou gaspilleur plus économe, qui rend l'estimation comme extrêmement peu probable. Donc là, double contraste, ça signifie que les termes n'ont ni en commun la description, ni en commun la composante évaluative. Donc la type utilise davantage la composante évaluative pour juger une personne. Elle permet donc plus d'évaluer que de juste décrire une personne. Et là, en fait, on a la métaphore avec la chaise. Donc tout simplement, quand on voit une chaise en face de nous, on ne va pas chercher à décrire chaque élément qui la compose. On va voir de façon globale, grâce à cette chaise, je peux m'asseoir. Et ben, pour le jugement des personnes, c'est un peu pareil. On ne décrit pas la personne entièrement sur chacun de ses comportements, mais on l'évalue généralement. Et la type permet en fait cette évaluation globale. Après, ce qu'on peut se poser comme question, c'est est-ce que la type permet des jugements corrects? Parce que c'est vrai que la type c'est automatique, c'est peu coûteux, mais est-ce que les jugements auraient été corrects? Alors pour ça, on va parler tout simplement, on va revenir sur la personnalité. Donc la personnalité est décrite comme un mode d'adaptation stable et courant de la personne dans son environnement. Donc ça, c'est la définition d'Alport et Hautebert, et elle implique en fait une consistance situationnelle. Ça signifie que les comportements liés à un trait de personnalité devraient apparaître quelle que soit la situation. Donc là, je reprends encore une fois, comme vu précédemment, l'exemple de la ponctualité. Et justement, on a Dudichat en 1936 qui a expérimenté le trait de la personnalité. Et donc là, on met en question en fait l'existence du trait. Donc ce trait en fait mérite d'exister si la consistance situationnelle est présente. Sinon, on ne peut pas dire qu'il s'agit d'un trait, vu que par définition, un trait, c'est quelle que soit la situation. Notre chercheur a donc observé un groupe de lycéens sur leur ponctualité. Il notait la ponctualité à tous les cours, aux activités parascolaires et aux cours de gymnastique pour tester son hypothèse qui vient pronostiquer des fortes corrélations, quel que soit le lieu, oui. Donc, des fortes corrélations de ponctualité, quel que soit le lieu. À partir de plus de 15 000 observations, Duchat a calculé des corrélations, ce qui lui a mis plusieurs mois, vu qu'il n'y avait à cette époque pas encore l'ordinateur pour nous faciliter la vie. Il a finalement trouvé une corrélation moyenne de 0,14 entre la ponctualité dans une situation A et celle dans une situation B. Donc je rappelle, les corrélations, ça donne -1 à 1, et là, 0,14, en fait, ça montre que c'est une corrélation extrêmement faible, en fait. Donc Duchat a fait des mois de calcul tout simplement pour arriver un- à un résultat, disons, peu convaincant, qui n'allait pas dans le sens de ses hypothèses, en fait. Donc en fait, d'après ces résultats, on peut dire que la ponctualité dans une situation n'est pas liée à la ponctualité dans une autre. Elle l'aurait été si par exemple là on aurait eu 0,40 ou 0,50, là ça aurait été beaucoup plus intéressant. Alors il n'y a donc pas de consistance situationnelle dans la ponctualité, on peut donc remettre en cause l'existence d'un trait de ponctualité, vu que la définition du trait n'est pas faite, n'est pas appliquée, du moins dans l'échantillon étudié par Dudichat. Alors ensuite, on a Michel en 1968 qui a prolongé l'idée initialisée par Dudichat. Il vient remettre en cause dans une méta-analyse l'existence même des traits. Donc est-ce que les traits ça existe en fait? Les traits de personnalité. Donc dans chacune des études cherchant à corréler les différents comportements théoriques d'un même trait, donc il y avait l'exemple de la personnalité, mais
eu d'autres études sur d'autres traits qui ont été étudiés, aucune n'a dépassé une corrélation de 0,30. Donc là, Michel, ce qu'il s'est dit en fait, c'est que les traits de personnalité, ça n'existe pas. Et ça a provoqué une grosse crise dans la psychologie de la personnalité dans les années 70, où en fait, ça va mettre un frein de se dire, bah en fait, un trait de personnalité, ah, ça n'existe pas en fait. Hop, passons maintenant à la dernière partie de ce petit rappel de cours. Enfin, petit, je sais pas, à vous de juger. Donc, d'après Schroeder, en 1975, nos croyances qu'un ensemble de comportements proviendrait d'un même trait serait une pensée magique basée sur des similarités sémantiques et conceptuelles entre les comportements. Donc, en fait, des comportements auraient un sens proche, auraient un concept proche, donc ce sont des comportements en fait qui seraient relativement proches pour nous. Et donc, vu que ces comportements seraient proches, on ferait un ensemble de comportements qui seraient sous-jacents à un trait de personnalité. Donc, la consistance situationnelle n'est donc qu'une fiction grammaticale sans rapport avec la réalité. Autrement dit, il n'y a pas de réelle consistance situationnelle. Alors, pour en arriver à cette conclusion, Schroeder s'est inspiré des travaux de Newcomb en 1929. Et dans une colonie de vacances, on a Newcomb qui a étudié les comportements d'extraversion et d'introversion des enfants grâce à deux bases de données différentes. La première base représentait les comportements réels des enfants, donc tous notés sur une grille d'observation par des moniteurs qui les observaient. Et la seconde base de données était un jugement donné par d'autres moniteurs avec la même grille, mais uniquement à la fin des vacances. Donc, selon vous, est-ce que l'enfant a fait tel comportement, tel comportement? Et grille d'observation, on notait et on jugeait environ. Et les moniteurs jugeaient si chaque enfant faisait tel comportement ou non. Donc, avec cette méthodologie, on peut découvrir si les souvenirs des moniteurs sont fiables et si leur jugement ne vient pas interférer avec la réalité. Donc la réalité, c'est bien évidemment la première base de données où ils ont tout simplement observé, ils ont noté à chaque fois qu'ils faisaient moindre comportement. Alors sur plus de 26 comportements différents, une matrice MA des co-occurrences réelles a été créée, ainsi qu'une matrice des co-occurrences décrites M2 basée sur le souvenir. Alors en fait, cette matrice a été créée suivant du coup les relevés, ou simplement, dans l'ensemble, il y avait plus d'une majorité des moniteurs qui, pour la majorité des enfants, ont relevé deux comportements. Quand il y avait un comportement, le second était aussi la plupart du temps présent en fait. Et donc là, à partir du moment où il y a une grande partie des moniteurs qui observaient pour chaque enfant qu'un comportement impliquait souvent l'autre, là on a pu créer cette matrice en mettant une co-occurrence significative. Alors en les comparant, notre chercheur est tombé sur une corrélation, donc un R de Bradley-Pearson de 0,12. Autrement dit, une corrélation très faible. Donc là, déjà, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il y a une différence entre les souvenirs des personnes, des moniteurs, et la réalité, en fait. Donc on peut déjà voir ça à partir de cette corrélation très faible. Alors Schroeder, en 1982, a repris la grille d'observation de Newcomb, donc plus de 50 ans plus tard, et a demandé à des étudiants qui n'avaient donc jamais vu ces enfants de noter les comportements qui seraient co-occurrents. Donc là, pareil, est-ce que un comportement, si une personne a un tel comportement, est-ce que vous pensez qu'il aura aussi ce comportement-là? Est-ce que c'est probable qu'il ait ce deuxième comportement? Donc là, oui, non. À partir de ce moment-là, on crée des co-occurrences significatives en fonction de la quantité de personnes qui ont répondu en commun les mêmes réponses. Alors, il a ensuite comparé cette troisième matrice, donc là c'est la troisième matrice qui représente les co-occurrences représentées, aux deux premières en les corrélant. Donc les deux premières que Newcomb avait fait il y a plus de 50 ans. Et donc là, ce qu'on se rend compte, c'est que la matrice des co-occurrences représentées et la matrice des co-occurrences décrites, donc décrite c'est basé sur les souvenirs, pardon, elle a un R de 0,62. Là, autrement dit, la corrélation est forte quand même, parce que le maximum c'est 1, on est à 0,62, c'est quand même relativement important.
surtout quand on compare aux autres corrélations, donc par rapport à la matrice réelle, bah, ces autres corrélations sont autour de 0,10. Donc comme là j'avais dit M1, M2 c'était à 0,12, et M1, M3 c'était autour de 0,09. Donc autrement dit, vraiment des corrélations extrêmement faibles, qui ne veut pas dire grand-chose. Et donc en fait, ces résultats montrent que les souvenirs des comportements d'une personne, donc là j'ai moniteur, enfin, comment dire, je vais juste relire la phrase. Ces résultats montrent que les souvenirs des comportements d'une personne sont en fait plus proches des représentations préconçues que de la réalité. Donc là en fait, les souvenirs, et c'est là qu'on comprend mieux le titre de la distorsion systématique, les souvenirs sont distordus. Ils se rapprochent finalement plus de ce qu'on a préconçu, de nos représentations préconçues, donc notamment avec la type, ils se rapprochent plus de ça que de la réalité. Donc on voit bien ça avec les corrélations où euh, le M2, donc les souvenirs sont très loin de la réalité, à 0,12 seulement, mais beaucoup plus proche de ce qui est représenté, 0,62. Donc représenter, c'est tout simplement en utilisant la type en fait. Donc on comprend alors qu'un jugement donné, donc introverti-extraverti, est-ce que le moniteur a jugé globalement l'enfant comme introverti ou extraverti, vient modifier les souvenirs en se reflétant plus sur la similarité sémantique des traits et des comportements. Donc là, pareil, c'est toujours en se basant sur les représentations préconçues que sur des co-occurrences réelles. Donc là, en fait, le jugement, il est plus basé sur, sur cette part automatique de la type, donc sur cette similarité sémantique des traits et des comportements, que sur vraiment ce qui se passe réellement en fait. Donc en fait, l'utilisation, pour conclure, peut être excessive, oui, de nos représentations préconçues dans le jugement d'une personne permettrait de rendre ce jugement plus efficace et moins coûteux. Et donc là, j'ai une petite... Oui, bah voilà, ça refait pareil que tout à l'heure. Je vais remettre le petit schéma final pour en fait résumer en gros ce que j'ai bien compris. Donc globalement, pour juger, le comportement ne suffit pas, il passe aussi par la type. Cette type, théorie non, théorie... Ah, je ne souviens plus le nom, mince. La type, c'est quoi? Je ne me souviens plus. La type, c'est la théorie implicite de la personnalité, oui, voilà. Donc la théorie implicite de la personnalité va venir en fait colorer quelque part ce comportement. Donc, vu de façon positive, vu de façon négative. Ensuite, à partir de cette corrélation, cette coloration, entre guillemets, donc cette valence émotionnelle, la type va insérer d'autres comportements co-occurrents avec ceux initial, même s'ils n'ont pas été observés. D'autres comportements co-occurrents vont être ajoutés. Cela va permettre un jugement, donc du comportement avec d'autres qui pourraient, d'autres comportements co-occurrents. Et donc le jugement, ce jugement de valeur, c'est toujours un jugement de valeur, va permettre d'estimer la personne comme, de façon positive ou négative. Donc dans l'exemple de Newcomb, extraverti c'est souvent vu de façon positive, introverti plutôt de façon négative. Et en fait ce jugement, basé sur la type et donc l'insertion d'autres comportements, va venir créer un souvenir distordu par rapport à la réalité. Donc là c'est la corrélation du point 12. Et puis voilà, c'est tout. Donc voilà, on comprend mieux la distorsion en fait. C'est en fait voilà, l'insertion de comportements co-occurrents automatiquement qui vient en fait qui va venir modifier le souvenir et créer cette distorsion. Parce qu'à la base, oui, la réalité, voilà, c'est bien évidemment c'est juste le comportement en soi. Mais le fait qu'on passe par la type, qu'on passe par une coloration, qu'on passe par l'insertion de nouveaux comportements, tout ça, ça fait une distorsion du souvenir. Ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est déjà la fin de ce premier résumé. Et ben, je vous souhaite de bonnes révisions, une bonne journée, une bonne soirée, et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.